Une demi-heure ensemble pour revoir et commenter les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour ce nouveau numéro de 20h, le rattrapage, le premier de l'année 2021. À cette occasion, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux. Comme chaque semaine, un invité pour nous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir, Michael Schwartzinger. Je vous en prie, avancez-vous, installez-vous. Bonne année. Merci, de même. Vous êtes médecin en santé publique. Merci d'être avec nous ce soir. Vous travaillez au CHU de Bordeaux et également à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Alors sans surprise, avec vous, nous allons évoquer ce soir cette campagne de vaccination contre la Covid-19. D'autant plus que vous avez mené une enquête sur l'intention vaccinale des Français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plutôt réticents. Première question, comment expliquer cette défiance ? C'est vrai qu'on a mené en fait 2 enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de la population française, des adultes jeunes entre 18 et 64 ans. Et on s'est intéressé à la fois en juillet et aussi en décembre à l'évolution des intentions vaccinales contre la Covid et surtout des déterminants de ces intentions vaccinales. Et le premier résultat, c'est que dans un contexte français qui est plutôt défiant vis-à-vis de la vaccination, qui est un fait connu depuis un certain temps, on retrouve ces mêmes résultats qui ont d'ailleurs été corroborés par différentes enquêtes d'opinion, dont on entend régulièrement les messages parfois alarmants. Alors comment peut-on l'expliquer, cette défiance ? Je pense que cette défiance, elle est liée d'abord... je pense que les gens étaient plus positifs par rapport à la vaccination en juillet qu'ils ne le sont en décembre. Donc c'est le passage d'un vaccin hypothétique qui n'était pas encore connu à des annonces qui ont été faites depuis novembre et puis un vaccin qui est effectivement arrivé. Le contexte général de la population qui est plutôt réticente par rapport à la vaccination, notamment vis-à-vis de la vaccination antigrippale, mais en même temps, tous les individus ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont très volontaires pour la vaccination, des groupes qui sont plus volontaires, notamment les personnes plus âgées ou plus à risque, les soignants aussi, mais je pense qu'on en reparlera. Et je pense que c'est plus un effet d'entraînement, peut-être l'attente qui a été très longue. Et donc même si les enquêtes d'opinion sont plutôt négatives, je pense qu'il faut plutôt axer sur les points positifs pour la vaccination et les objectifs de cette campagne qui nous concernent tous, par définition. Alors ils ont des craintes, ces Français, qu'est-ce qu'on peut peut-être leur dire pour les rassurer ? Est-ce qu'ils ont raison ou tort d'avoir peur ? La première raison pour laquelle les gens ne veulent pas se faire vacciner, quelles que soient les enquêtes, c'est la peur des effets secondaires graves du vaccin. Je pense qu'autant cette peur, elle pouvait peut-être être légitime au tout début, au moment des annonces de l'arrivée du vaccin, parce qu'on annonce un point très positif, c'est la très forte efficacité du vaccin. Et puis, immédiatement après, la question c'est, mais le vaccin est nouveau, quels sont les risques d'effets secondaires graves ? Ça a été dit de nombreuses fois, mais dans les essais cliniques, le risque était déjà très faible sur un grand nombre d'individus, puisque c'est 40 000 personnes qui ont été vaccinées, par exemple, pour l'essai qui concerne le premier vaccin qui est sur le marché. Et déjà, aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'Américains qui ont été vaccinés, voire des centaines de milliers en Europe. Et pour l'instant, on n'a pas d'écho inquiétant sur la sécurité des vaccins. Donc je pense que le message principal, c'est que sur la sécurité de ces nouveaux vaccins, certes ils sont nouveaux dans le sens où c'est les premiers à être aussi efficaces, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est des vaccins qui sont testés depuis des années, donc c'est pas non plus, ils sont pas si nouveaux que ça. En tout cas, la nouveauté, c'est qu'ils sont arrivés rapidement sur le marché, et toutes les données aujourd'hui sont plutôt rassurantes sur la sécurité des vaccins. Alors, Michael Schwartzinger, cette semaine a marqué, on le disait, le coup d'envoi de la vaccination dans notre grande région. Nous avons regardé un premier reportage tourné cette semaine à Bordeaux, où 3 centres de vaccination ont ouvert leurs portes. C'était mercredi, des centres à destination des professionnels de santé de plus de 50 ans. Votre réaction juste après. Okay. Parfait. Ni douleur au point d'injection, ni douleur du liquide qui passe. Pas la moindre appréhension et même une certaine impatience. J'ai un âge de 68 ans, donc c'est un âge à risque. Voilà. Et j'ai de la famille, j'ai des parents âgés, donc je n'ai pas du tout envie de véhiculer la maladie, de véhiculer le virus, quoi. Dès l'ouverture du centre de vaccination, le personnel de santé a répondu présent, soucieux de se protéger, mais aussi de montrer l'exemple. Nous travaillons dans le milieu hospitalier, on est quand même
amené à fréquenter des gens et à être en contact. Donc il faut se faire vacciner. Le CHU de Bordeaux a reçu 9000 doses de vaccins. Conservés à moins 80 degrés, ces flacons sont ensuite distribués dans les centres de vaccination. C'est la pharmacie centrale qui nous les délivre. Et il est noté l'heure de décongélation, puisqu'ils sont décongelés. Nous, on les garde dans un frigo avec une température qui est contrôlée en permanence. Pas de traitement anticoagulant, rien de... Ok. Aucune allergie. Ce centre est ouvert aux professionnels de santé, aux pompiers et aux aides à domicile. Rien qu'au CHU de Bordeaux, cette première vague de vaccination pourrait concerner 3500 personnes. Elle concerne les professionnels de santé, donc âgés de plus de 50 ans. Et s'ils ont moins de 50 ans, il faut qu'ils aient une comorbidité. Sur ces 3 premiers centres, le CHU de Bordeaux vise un rythme de 600 vaccinations par jour. Alors on le voit, des médecins qui se font vacciner, rien de tel pour donner envie aux Français. Vous avez vous-même été, vous êtes fait vacciner ce matin. Comme dans le reportage, effectivement, j'ai pu profiter de la mise en place des centres de vaccination. Donc sur les 3 sites du CHU, Pellegrin, Saint-André et puis au Lévesque. C'est vrai que ça a été relativement fluide. Il y a pas mal de monde, mais c'est bien organisé. Je peux témoigner, ça s'est très bien passé. Et tout va bien ? Tout va bien, écoutez, à quelques heures, oui, tout va bien. Pas d'effets secondaires, pour ma part. Il peut y avoir des effets secondaires, mais qui sont relativement bénins, comme pour toute vaccination. On peut avoir quelques symptômes de fièvre ou de sentir un peu patraque pendant 1 ou 2 jours, avoir quelques douleurs au point d'injection, mais ça passe assez rapidement. Et je crois que surtout, il faut retenir qu'une fois qu'on a passé ces quelques jours qui peuvent être pénibles, après on est content d'être vacciné parce que c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans l'inquiétude des Français, il y a cette angoisse qui est générée par l'attente, par des informations plus ou moins contradictoires. Et donc les gens se font une montagne de quelque chose qui n'est pas, qui est en fait un geste très quotidien pour les médecins, les infirmiers, les soignants, toutes les personnes fragiles qui sont vaccinées par exemple chaque année contre la grippe. Donc je pense qu'il ne faut pas faire une montagne de quelque chose qui est relativement simple. Vous parlez des médecins, des infirmiers, des soignants. Justement, alors ça paraît pas forcément évident comme ça sur le papier. On imagine qu'ils sont plus enclins que le reste de la population à se faire vacciner. Or, ce n'est pas forcément le cas. Alors, quand on dit population, ce qui est compliqué, c'est savoir à quoi se compare. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la vaccination antigrippale, qui est celle qui est la mieux connue, mais on retrouve les mêmes résultats pour la Covid. Les personnes les plus âgées ou qui ont des maladies chroniques, chez qui on recommande la vaccination antigrippale ainsi que la Covid, se font quand même plus vacciner que la population en général. Et parmi ceux, donc nous dans notre enquête, on s'intéresse notamment à ceux qui ont moins de 65 ans, donc des gens qui a priori n'ont pas ou rarement des facteurs de risque de gravité pour la Covid. Il y a des variations. Alors les soignants se vaccinent, enfin plus d'intention vaccinale, et je crois que c'est ce que vont montrer les chiffres assez rapidement, se vaccinent plus globalement que la population générale, qui n'a pas l'habitude de se vacciner. Encore une fois, chez les soignants, la vaccination antigrippale est recommandée chaque année. Ce qu'on observe, c'est qu'en fonction des métiers, les gens sont plus ou moins réticents à la vaccination parmi les soignants. Donc les médecins sont souvent ceux qui se vaccinent le plus, avec des chiffres autour de 70% chaque année. Et les infirmiers, les aides-soignants ? Les infirmiers, c'est plutôt 40%. Les aides-soignants, c'est un peu moins. Mais même 20%, c'est beaucoup plus que la population générale. J'imagine que vous n'avez jamais été vacciné contre la grippe saisonnière. Pas encore. Donc tous ces éléments jouent beaucoup sur les intentions vaccinales. Quand vous avez franchi le pas une fois, en gros, vous êtes prêt à vous faire revacciner une seconde fois. Et je pense que c'est pour ça, enfin je suis juste là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment important aussi dans cette campagne vaccinale, c'est que plus on atteindra l'objectif d'un grand nombre de personnes vaccinées, plus rapidement on pourra mettre fin à cette pandémie, qui est comme une catastrophe sociale et économique aussi pour la population jeune. Et puis aussi, ça sera un point positif pour le futur. Les gens auront compris que finalement, de se faire vacciner, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Ça permettra de dédramatiser tout ça. Alors, la France est accusée de prendre du retard face aux autres pays européens. Alors, sous la pression, le gouvernement a décidé d'amplifier, d'accélérer et de simplifier sa campagne vaccinale. Je reprends, ce ne sont pas mes mots. Mais avant de vacciner, il faut recevoir les doses, les conserver, les distribuer. Pour mieux comprendre cette logistique, direction le CHU de Poitiers, où près de 5000 doses ont été réceptionnées cette semaine.
Voici les précieux flacons de Pfizer-BioNTech Covid-19. Et les vaccins sont à l'intérieur ici. C'est une toute petite quantité. Une commande de 5000 doses déjà bien entamée. C'est des vaccins ARN donc relativement fragiles. Ils doivent être conservés à très basse température, donc entre moins 60 et moins 90 degrés. Et ensuite, au fur et à mesure des besoins, on pourra les décongeler pour être utilisés. La phase de décongélation se passe ici, dans cette chambre froide, entre moins 4 et moins 8 degrés. À l'intérieur du récipient, 5 doses de vaccin, utilisables pendant 5 jours maximum. À partir du moment où on le décongèle, on lui donne une nouvelle péremption qui est donc jusqu'au 11 à 15h04, qui est l'heure à laquelle on l'a décongelé aujourd'hui. 5000 doses doivent être livrées chaque semaine au centre hospitalier de Poitiers, destinées ensuite aux résidents et au personnel de plus de 50 ans. Nous avons une première étape pour une première vaccination. Nous reconvoquons les personnes que nous avons vues ou les résidents pour une deuxième étape, 3 semaines après. Et donc voilà, nous nous inscrivons dans la durée. Selon la direction, le taux de refus de la vaccination est pour le moment très faible au sein du personnel soignant. Alors au total, la France a commandé 225 millions de doses, 77 millions devraient arriver avant l'été. Et d'ici la fin du mois de janvier, l'exécutif promet la vaccination d'1 million de personnes. Est-ce qu'il est réaliste ce calendrier ? J'espère. Je pense qu'avec des émissions comme celle-ci ou comme d'autres qui sont plutôt en faveur de la vaccination... Alors, on n'est pas en faveur, mais on vous demande justement de nous expliquer... Non, je pense que c'est réaliste si les gens se font vacciner. Une fois que les doses sont disponibles, votre reportage explique bien que ça a pris un certain temps en termes logistiques à mettre en place parce que c'est finalement des choses assez précieuses. Il y a les super congélateurs, il y a toute la logistique derrière, la sécurité. Donc ça peut être assez long à mettre en place, mais une fois que ça va se mettre en routine... Mais 1 million de personnes au 7 janvier, seulement 45 000 personnes avaient été vaccinées. Non, mais ça peut aller très vite. À partir du moment où les choses sont en place, ça peut aller très vite. Je pense que de simplifier les démarches administratives qui étaient peut-être un peu lourdes, aussi parce que le contexte de défiance des Français fait qu'on met beaucoup de garde-fous, de précautions qui d'ailleurs elles-mêmes peuvent inquiéter. Le démarrage qui était très long. Le démarrage a été peut-être un peu prématuré parce qu'on a voulu faire comme les autres pays pour démarrer en 2020. La réalité, c'est qu'il faut que les doses arrivent, que la logistique soit prête. Donc il y a certains impondérables logistiques qui font qu'on ne peut pas aller plus vite que la mesure. Après, une fois que c'est mis en place, toute la question, c'est d'appeler les Français le plus sincèrement possible à aller se faire vacciner. Je pense que les premiers chiffres, encore une fois, les résultats qui viennent des millions d'Américains qui ont été vaccinés, des dizaines de milliers en Angleterre ou en Allemagne ou dans d'autres pays, ça doit être plutôt rassurant. Les premiers résultats qu'il y aura puisque tout le monde est suivi, sur les soignants, notamment les médecins qui auront été vaccinés pendant les prochaines semaines, ça devrait aussi rassurer tout le monde. Si les médecins sont vaccinés, il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet pour soi-même, ou alors plus faire confiance à son médecin. Alors, Michael Schwarzinger, on poursuit avec ce reportage tourné jeudi à Libourne, où un centre de vaccination va prochainement ouvrir ses portes. Ce sera l'un des premiers dans notre région. Regardez. Comme d'autres élus locaux, il voulait être davantage associé à la campagne vaccinale qui débute dans la région et le maire de Libourne semble avoir eu gain de cause. Cette ancienne caserne va accueillir l'un des premiers centres de vaccination de proximité en Gironde. Les opérations de dépistage qui s'y déroulent déjà continueront en parallèle. La campagne vaccinale semble donc s'intensifier, mais Philippe Buisson regrette ce temps de latence. Il y a des lenteurs, des procédures qui sont plus longues qu'ailleurs. Ça peut se concevoir en période normale, en période de crise, et lorsqu'il faut sauver des vies, il faut pouvoir passer la seconde. Les élus locaux sont une chance pour l'État pour déployer cette campagne vaccinale qui est complexe. Et nous, qui sommes des soutiens de la République, pouvons avoir notre rôle à jouer pour la rendre plus performante. Ces centres de proximité, dont les premiers devraient ouvrir à partir du 18 janvier, doivent permettre d'élargir la vaccination, pour l'instant seulement déployée en milieu hospitalier. Mais reste la question de la mise à disposition du vaccin. Le seul utilisé pour l'instant du laboratoire Pfizer nécessite une conservation à moins 70 degrés. Les autorités sanitaires misent donc beaucoup sur le vaccin Moderna, tout juste autorisé par l'Union européenne.
Ça n'est plus lié à des problématiques de logistique, ça n'est pas lié à des problèmes d'organisation. C'est plutôt du registre de la disponibilité des vaccins qui, pour des raisons sanitaires, de respect de la chaîne du froid par exemple, comme je l'ai dit pour le Pfizer, vont rendre la mise à disposition du vaccin plus facile et ce, dans des conditions plus adaptées en proximité. Seul public concerné pour l'instant par la vaccination, les résidents des EHPAD et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des facteurs à risque. Là, on vient de voir un centre de vaccination qui verra donc prochainement le jour. Alors, il ne faut pas confondre ça avec les vaccinodromes. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment dans l'actualité. Ils ont été largement déployés en Allemagne et en Israël. Alors, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre ces deux dispositifs ? Je ne sais pas si c'est plus une question d'appellation et encore une fois de limiter ou de rendre les gens défiants, parce que vaccinodrome c'est péjoratif, c'est comme centre de vaccination de masse. Tout de suite, on a l'impression d'être du bétail. C'est juste une différence sémantique. C'est une différence essentiellement sémantique. La réalité, c'est que à partir du moment où on a la logistique, l'organisation, plus vous avez de personnes qui viennent se faire vacciner, plus c'est simple en termes de logistique, de décongeler les vaccins, de les amener, de garder la chaîne du froid comme il faut, parce que vous n'avez pas de perte en ligne. Dans chaque flacon, il y a 5 doses, donc il ne faut pas être en train de jongler entre le nombre de doses. Si vous avez des personnes qui viennent, ça va quand même beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fluide. Et donc je pense que c'est une façon un peu de dénigrer le process, une autre façon de dire qu'on n'a pas envie de se faire vacciner, comme il y en a d'autres, comme la confiance dans le gouvernement ou ce genre de choses. Je pense qu'il faut penser à soi, il faut penser à ses proches, à la pandémie et au fait que je pense qu'on est très nombreux quand même à souhaiter que ça s'arrête, qu'on soit en mauvaise ou en bonne santé. Et donc c'est plus un moyen qui est mis à disposition pour vacciner un plus grand nombre de personnes. Justement, un mot a été dit aussi dans ce reportage au sujet du vaccin Moderna. Il se conserve plus facilement à moins 20 degrés comme un vaccin contre la grippe. Alors il arrivera dès lundi. Est-ce qu'enfin ça va aussi pouvoir participer à ce coup d'accélérateur sur cette campagne de vaccination ? Ça facilite la logistique. Je pense que l'optique qui est mise en place par les autorités sanitaires, c'est d'essayer de vacciner partout où on peut au mieux. Par rapport à ce qu'on vient de dire sur les vaccinodromes, il y a un certain nombre de personnes que ça rebute, qui étaient peut-être déjà un peu méfiantes au départ, mais il y a plein de gens qui sont très volontaires pour aller se faire vacciner tout de suite. Et je connais dans ma famille, par exemple, des proches âgés qui n'attendent que ça. Ils n'attendent pas forcément d'être pris en charge à un endroit particulier. Donc disons que la multiplication des vaccins et les facilités de conservation, ça permet de vacciner dans d'autres endroits, par exemple dans les cabinets de médecins généralistes, ou peut-être plus facilement en EHPAD, sans avoir toute cette logistique. Le vaccin Pfizer, il est plus adapté pour de la vaccination rapide et fluide, ça limite les complications en tout cas. Alors, on s'éloigne un peu de la problématique du vaccin. Vous êtes amateur de ski, vous m'avez dit. Alors, regardez cette image, la neige abondante dans les Pyrénées, ce qui nous amène à cet autre sujet au cœur de l'actualité cette semaine, le prolongement de la fermeture des remontées mécaniques dans les domaines skiables. Direction Gourette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec ce reportage tourné mercredi à la veille de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Une poudreuse de rêve, un superbe soleil d'hiver. En ce premier mercredi de janvier, Gourette a sorti ses plus beaux atouts. C'est que du bonheur là. Bien souple, on va pouvoir monter, se faire plaisir en randonnée, en luge avec les enfants, donc c'est que du bonheur ici. On profite un peu, on profite de la belle journée qu'il fait en plus. Voilà, c'est magnifique. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Un peu de luge. On peut pas faire du ski, c'est dommage. Et c'est bien là tout le drame des stations cette année. Quand vont-elles pouvoir ouvrir les remontées mécaniques et lancer la saison? Le gouvernement devrait s'exprimer demain. Pour les professionnels, l'attente est interminable. Vraiment avoir une date, voilà, pour rassurer nos saisonniers et savoir vraiment où on va. Si on n'engage pas de frais pour nous dire à la fin que finalement on n'ouvre pas ou on repousse encore. Et c'est dans ce contexte d'incertitude, alors que l'épidémie semble repartir dans certaines régions, que les domaines skiables de France ont fait une proposition à l'exécutif,
autoriser des ouvertures ciblées suivant la situation sanitaire de chaque département. Nous, c'est ce qu'on demande avec le groupe NP depuis le début du mois de décembre, c'est-à-dire qu'effectivement, on considère le massif pyrénéen pas comme le massif alpin, parce que les problématiques sont différentes. La pandémie et la Covid n'est pas aussi présente que dans les Alpes. La pression sur le système hospitalier n'est pas la même. Donc effectivement, une différenciation serait peut-être une voie médiane, mais je n'y crois guère. À Gourette, plusieurs centaines de commerçants et de saisonniers sont donc suspendus aux annonces de demain. Pendant les fêtes, la station n'a reçu qu'un quart de la fréquentation habituelle. Il faut sauver février pour sauver l'économie de toute une vallée. Le Premier ministre a annoncé qu'un point d'étape se fera le 20 janvier, soit 2 semaines avant le début des prochaines vacances scolaires. Michael Schwarzinger, vous restez à nos côtés. Poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans notre région avec cette dérogation obtenue par des restaurateurs creusois. Ils ont désormais l'autorisation d'ouvrir leurs portes pour servir des repas aux ouvriers du BTP et aux salariés itinérants. On regarde ce reportage. Incroyable, à Saint-Vaury, le restaurant est ouvert, oui, mais pas pour tout le monde, uniquement pour ceux qui travaillent. Salut les garçons, les mains, les pattes de devant. Allez vous installer là-bas. Depuis ce midi, le Victoria est assimilé à un restaurant d'entreprise. À table, des maçons, des salariés de l'office HLM, au total une douzaine de clients et uniquement des travailleurs itinérants, ravis de cette pause confortable. On est au chaud, on est mieux que dehors. Jusqu'à présent, vous faisiez comment ? On s'organisait soit dans les camions ou au dépôt, mais pas trop de chauffage, donc on est mieux là, quoi. Donc ensuite, il y a du filet de poulet façon basquaise et du riz. Ça te va ça, Pascal ? Très bien. Ouais, aussi. Une initiative de la CCI de la Creuse qui a négocié cette dérogation avec la préfecture et passé convention avec les restaurants. Visiblement une première en France puisque d'autres chambres de commerce ont pris contact avec la Creuse pour s'en inspirer. On est dans une zone rurale, donc peu de restaurants répartis, pas de restauration collective auxquelles les salariés peuvent se rattacher. Donc dans tous les points de la campagne creusoise, eh bien, on peut avoir des gens qui peuvent faire cette restauration-là. Pour les entreprises qui souhaitent en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de passer convention avec le ou les restaurants de leur choix. Le Victoria a ainsi retrouvé quelques habitués et même de nouveaux clients. C'est un petit surcroît de travail, un petit peu d'organisation, parce que là, il va falloir que, même s'il n'y a que 11 personnes à table, il va falloir que je jongle entre les 11 personnes à table et les plats emportés. Donc il va falloir être un tout petit peu organisé. On rend un service, quoi. Et puis nous, ça nous permet de travailler, on est heureux. On va avoir du monde assis à table et ça, c'est super. Quelques couverts qui ne rattraperont pas le manque à gagner, mais qui redonnent un peu d'activité. Jusqu'à présent, une quinzaine de restaurants sont engagés dans la démarche, mais ce n'est peut-être qu'un début. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur le plateau de 20h, le rattrapage en compagnie de Michael Schwarzinger, médecin en santé publique. Alors ensemble, nous revenons sur ce qui a fait l'actu cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons consacré une large partie de cette émission à l'épidémie de Covid-19, mais il y a cet autre virus qui inquiète dans notre région, la grippe aviaire, qui elle aussi se propage à une vitesse folle. 124 foyers ont été recensés, dont 119 dans le seul département des Landes. Le point sur la situation. Entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, plus de 400 000 canards ont d'ores et déjà été euthanasiés. Mais le ministre de l'Agriculture l'annonce, le vide sanitaire local est déclaré. Plus d'1 million de canards seront abattus dans les prochains jours car la contamination est galopante. Rien que dans les Landes, 119 foyers d'infection ont déjà été identifiés. C'est dire l'ampleur du phénomène et son développement exponentiel lié au déplacement des oiseaux migrateurs en cette période hivernale. Reste la question de l'après, au-delà de l'abattage, de l'évacuation rapide des carcasses et de leur traitement avec la réquisition d'abattoirs landais. Une fois le dépeuplement massif terminé, quelle sera la longueur de la période de vide sanitaire dans les élevages et comment seront allouées les indemnisations? Autant de questions auxquelles devra répondre le ministre de l'Agriculture en visite aujourd'hui dans les Landes. Alors, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, était en visite hier dans les Landes et il a annoncé la poursuite du plan d'abattage. Michael Schwarzinger, nous sortons à peine des fêtes de Noël, des fêtes particulières forcément cette année, mais qui n'ont pas empêché les Français de décorer leur maison, d'ériger un sapin. C'était peut-être votre cas ? Non. Non. Quand
Alors, en tout cas, certains font le choix de prendre un sapin synthétique ou un sapin naturel. Pour les synthétiques, c'est facile, on les remballe, on les met dans le grenier maintenant que les fêtes sont passées. Mais pour les naturels, c'est l'éternel casse-tête de début d'année. Beaucoup terminent en déchetterie. Pourtant, il existe une manière écologique et originale pour s'en débarrasser. Je n'en dis pas plus. Reportage à Ribagnac en Dordogne. Triste destin que celui du sapin de Noël qui, janvier arrivant, termine piteusement. Ceux-ci cependant ne sont pas promis à la déchetterie, mais plutôt à une chèvrerie, la chèvrerie du Charmat à Ribagnac. Voilà, on enlève tout ce qui peut être toxique pour les chèvres. Et même si elles seraient capables de la manger, c'est pas très bon pour leur estomac. Si guirlandes et boules ne sont pas conseillées, les chèvres n'en ont pas moins un appétit féroce. En 2 jours, elles ont été capables, dans cette bergerie, de manger les aiguilles d'une 60aine de sapins. Ça apporte des oligo-éléments et a priori c'est aussi un bon vermifuge. Donc on teste cette année et on vous dira par rapport au retour ce que ça donne. Pour Aurélie et ses chèvres, ce régime à base de sapin est une première. Un cadeau d'après Noël à l'initiative de la ville de Bergerac qui a trouvé ainsi une manière de valoriser ces malheureux conifères. Elles vous disent merci, je crois. Oui, c'est très câlin. C'est vraiment très très câlin. Elles vous disent merci pour ces sapins, c'était délicieux. Voilà. Eh bien, bon appétit. Si vous voulez participer à ce cercle vertueux et épargner la déchetterie à votre sapin, rendez-vous à Bergerac sur l'un des 8 points de collecte jusqu'au 12 janvier. C'est des petites idées comme ça qui, cumulées, vont faire que vraiment la transition écologique avance. 250 sapins ont été jusqu'ici collectés. La municipalité de Bergerac réfléchit à une autre filière de valorisation possible vers la côte atlantique pour aider à la protection des dunes. Allez, un peu de légèreté ou pas d'ailleurs pour terminer cette émission qui dit début d'année dit épiphanie. Alors direction Limoges avec le concours de la meilleure galette des rois. Le gagnant est... Pour une fois, celui qui trouve la fève ne porte pas la couronne, car ici, pour désigner le roi de la galette, il faut passer par les dégustations critiques d'un jury. Le matin même, 18 boulangers de Nouvelle-Aquitaine ont préparé cet emblème de la pâtisserie française. La galette, ça semble simple, mais c'est très compliqué parce que déjà, un beau feuilletage à faire, c'est très compliqué. Il y a la cuisson à maîtriser qui est aussi très compliquée. Et ensuite, un équilibre avec la frangipane, le sucre et tout, et tous les détails en fait que font la galette. Et finalement, c'est un gâteau qui est très compliqué à réaliser. Les 3 meilleures galettes des 6 départements participants avaient été sélectionnées en décembre. Acheminés des 4 coins de la région pour être réunis ici, les voilà désormais passés au crible. Plusieurs critères sont examinés. Là, nous avons l'aspect, la cuisson, l'équilibrage, alors la pâte, les différentes couches, le goût, le feuilletage. Donc nous allons dans les Pyrénées-Atlantiques et c'est Éric Petit qui remporte la meilleure galette. Si le vainqueur se situe à Bidart au Pays Basque, chacun trouvera son bonheur près de chez soi dans les 4400 boulangeries de Nouvelle-Aquitaine, car l'épiphanie demeure un rendez-vous incontournable. Les gens le marquent bien et c'est bien parce que c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on regardait sur tous les concours qui ont été faits cette année, c'est le seul qu'on a réussi à préserver, celui de la galette. Donc ça veut dire quelque chose, hein. Et finalement, la meilleure galette, c'est celle que l'on déguste et partage entre amis ou en famille. Ça donne faim tout ça, à l'heure de passer à la table. Michael Schwarzinger, avant de se quitter, je reviens sur l'une des principales actualités de la semaine, le lancement dans notre région de la campagne de vaccination. En 2 mots, comment ne pas passer à côté de cette campagne face à une population plutôt réfractaire ? Je crois qu'il faut continuer à faire des messages qui soient positifs sur la vaccination. J'espère que j'ai réussi à transmettre un peu cette information et susciter le même enthousiasme pour la vaccination anti-Covid que pour la galette des rois. Et je pense que ça aidera beaucoup de monde, à la fois pour leur santé, pour ceux qui sont les plus fragiles, mais aussi pour le reste de la population. Vos reportages ont très bien montré l'impact que ça a eu et ça continue d'avoir sur notamment toutes les activités du loisir. Pour vous répondre, oui, j'aime le ski, donc j'attends que ce sera peut-être la raquette cette année, mais j'espère que ça sera mieux que de la raquette et ça compte un peu, ça dépend de notre comportement à tous. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle, vous êtes médecin en santé publique, vous travaillez au CHU de Bordeaux et également à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Merci pour vos éclairages.
Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Très belle soirée sur Noah.